Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Geneviève Damas et Elisa Chua du Sapin pour leur dernier roman, donc Strange de Geneviève Damas et Le vieil incendie d'Elisa Chua du Sapin. Je vais vous présenter brièvement avant d'engager la discussion. Geneviève Damas, vous êtes une romancière, dramaturge, comédienne et metteur en scène d'origine belge qui vivait à Bruxelles, qui avait fondé la compagnie de théâtre Albertine pour mener à bien vos projets théâtraux. Vous êtes l'autrice d'une vingtaine de pièces de théâtre et de plusieurs romans. Strange est votre 8e roman. Vous avez reçu plusieurs prix pour vos romans et vous continuez à être comédienne, à souvent interpréter les textes que vous écrivez. Et puis, donc on va parler aujourd'hui de Strange, qui est l'histoire d'une transition de genre, en fait. C'est le récit d'un jeune homme de Raphaël, qui devient Nora, et qui prend la forme d'une lettre que Raphaël adresse à son père. On verra pourquoi. Elisa Chua du Sapin, on ne vous présente plus en Suisse romande, je crois. Depuis Hiver à Sokcho, votre premier roman qui a eu un succès assez exceptionnel, vous avez écrit Le vieil incendie, votre 4e roman. Donc peut-être que vous avez tous entendu parler d'Hiver à Sokcho, premier roman d'Elisa après l'Institut littéraire suisse de Bienne, qui a été lauréat de nombreux prix, qui a été traduit en plusieurs langues, dont l'anglais, ce qui lui a valu d'être lauréat du National Book Award en novembre 2001 dans la catégorie littérature traduite. Et puis voilà, Hiver à Sokcho fait depuis une carrière internationale et il a été adapté au théâtre et au cinéma. Il sort ce printemps dans une mise en scène de Koya Kamura, c'est ça ? Oui. Ouais. Et voilà, donc ont suivi Lébi du Pachinko, Vladivostok Circus et Le vieil incendie, qui raconte une histoire toute simple, finalement. C'est l'histoire de deux sœurs qui doivent débarrasser la maison de leur enfance, la maison où elles ont grandi, dans le Périgord, après le décès de leur père. La narratrice, Agathe, revient des États-Unis, elle est scénariste à New York. Elle retrouve sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis l'enterrement du père, 5 ans plus tôt. Et voilà, donc elles vont passer une semaine à débarrasser la maison familiale. Et Vera est la petite sœur, qui est muette. Voilà, et elle se retrouve justement dans ce silence entre complicité, distance et affection et tous ces souvenirs. Et alors, peut-être je commence par vous, Geneviève. Peut-être une question qui m'a intriguée, aussi parce qu'à la fin de Strange, il y a toute une liste de remerciements et on sent que le sujet n'était pas forcément très, très facile à traiter. Pourquoi cet intérêt et pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire-là, qui est très particulière et très sensible dans la manière dont vous le faites ? Alors au début, en fait, moi je trouve vraiment que souvent c'est des sujets qui vous saisissent. Et donc j'ai donné un atelier d'écriture dans une école où il y avait un jeune garçon qui écrivait des trucs formidables et à la fin de l'atelier, j'étais trouver le directeur parce que je devais remettre les recueils de textes réalisés. J'ai dit que ce jeune avait fait un travail formidable et le directeur m'a dit, j'ai dit le nom du jeune, il m'a dit, il n'est pas dans cette école. J'ai dit, mais si, il est dans cette école. Et moi, je n'avais pas du tout vu. Pour moi, c'était un jeune garçon, c'était comme ça. Et donc, il y a eu une conversation assez improbable entre moi qui disais que j'étais sûre que ce jeune était dans cette école et lui qui me disait que ce n'était pas possible. Et donc, à la fin, il m'a dit, je vais vous montrer la photo de classe, vous me direz bien où il est. Et donc, j'ai montré la photo. Il m'a dit, non, c'est Géraldine. Et donc, on a été, je pense, lui et moi, complètement... moi, ne sachant pas, en fait, ce qu'il me disait, si c'était quelqu'un qui refusait d'admettre un réel ou c'était quelqu'un qui n'était pas au courant. Et pour le roman, donc, j'ai revu le jeune garçon qui m'a dit « Non, il ne savait pas, c'est à ton atelier. C'est la première fois que je me suis présentée comme ça. » C'était un jeune relativement androgyne, donc voilà, la question était... Et donc, ça m'a vraiment interrogée de... Voilà, c'est quoi cette réalité-là ? Est-ce que je serais adéquate ? Je me suis rendu compte que je n'avais pas les mots. Et donc, j'ai eu envie d'aller enquêter et d'essayer de comprendre, d'écrire une histoire là-dessus. Et à la fois, tous les voyants s'allumaient parce que c'était vraiment une problématique d'appropriation culturelle. Donc, je n'ai aucune légitimité pour écrire cette histoire, si ce n'est...
légitimité, je ne sais pas si les écrivains ont besoin de légitimité pour écrire une histoire, ils ont besoin de prendre des précautions, ils ont besoin de ne pas entrer par effraction ou de s'approprier des choses par-dessus la jambe. Mais voilà, je n'étais pas trans. Et je ne suis pas, même si cette thématique à un moment, il faut dire qu'on n'est pas ce qu'on imagine qu'on est. Et j'ai l'impression que chacun passe dans sa vie, à ce moment-là, à un moment, on doit dire aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amoureux, aux amoureuses, en fait, tu me vois comme ça, mais en fait, je ne suis pas ça. Et donc, voilà, j'ai passé pas mal de temps dans des associations, vraiment à vivre, voilà, pour essayer de toucher un peu, déjà d'apprendre une langue, parce que c'est vraiment une autre langue, il y a des mots que je n'avais pas pour exprimer cette réalité-là, et puis, voilà, rencontrer des gens aussi, des femmes et des hommes trans formidables qui m'ont dit nous, on va te protéger, écris, et nous, on sera là. Et du coup, ça a été comme une espèce de protection comme ça qui m'a permis d'avancer. Et puis de se mettre dans la peau de ce personnage. Et puis, effectivement, on sent que c'est à la fois très documenté, parce qu'il y a la narration de toute cette transition qui va être aussi une transition physique. Oui. Et puis, effectivement, tout ce milieu qui rencontre, parce que le jeune Raphaël grandit dans un petit village de Belgique, à Arlon, où c'est très difficile déjà de dire qu'il se sent différent, et puis il n'a pas les mots pour le dire. Effectivement, il y a quelque chose autour des mots aussi, des mots pour dire qui on est. Oui, élevé par son père, justement. Oui, et puis, voilà, il est enfant unique, il a perdu sa mère, le père est un homme qui est gardien de prison et qui veut porter cet enfant loin, plus loin que lui, et donc sur le lit de mort de sa femme, il a promis à sa femme de faire de cet enfant un homme dont elle serait fière. Il est comme prisonnier de cette promesse parce qu'il aime cet enfant et il veut le porter, quoi. Et parce que lui vient d'un milieu très frustre. Il essaye de donner ce que sa femme aurait donné en tâtonnant et effectivement, à des moments, en enfermant son enfant malgré lui. Il vient d'un milieu effectivement très masculin, gardien de prison. Voilà, c'est pas non plus. Et puis peut-être encore un mot sur la forme de la lettre. Qu'est-ce que vous a permis le choix de cette forme, en fait ? Alors, c'est vraiment un choix qui est arrivé par défaut. Ça veut dire que parce qu'au début, donc dans toutes mes précautions, je m'étais dit, je vais écrire un roman là-dessus, mais je n'endosserai pas la voix de la personne trans. Et donc, j'avais écrit un roman en 5 parties où chaque personne parlait, en fait, c'était son ressenti, Et en fait, quand je l'ai lu à cette femme formidable qui est Gaëlle Florac, qui dirige une association à Reims, elle m'a dit, mais en fait, c'est affreux parce qu'elle n'a pas de voix. En fait, malgré moi, il y avait tous des jugements, en fait, puisque quand on parle de quelqu'un, quand il n'est pas là, on est attrapé dans le regard de l'autre. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'elle parle. Il faut que... on sente que c'est une personne en vie, en mouvement, qui a des désirs, des projets, quelqu'un de vivant. Et la seule manière de rendre cette vie à elle, c'est de l'écrire. Et puis, ce que je trouve intéressant dans vos 2 livres, finalement, on a... en fait, Raphaël, donc, qui est devenu Nora à Bruxelles, écrit à son père pour lui raconter en fait son histoire, qui il est devenu. Son père l'a jamais vu encore, dans sa transformation. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, c'est il écrit parce qu'il n'a pas pu dire. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre d'Elisa. Je trouve, en fait, la narratrice est scénariste. Donc, et puis il y a tout cet enjeu autour de la sœur qui est muette. Donc Agathe est la narratrice, l'aînée, sa petite sœur Vera est muette depuis ses 6 ans, et Agathe a dû parler à sa place, et puis elle se retrouve après des années, il y a pas mal de non-dits aussi. Donc il y a tout cet enjeu aussi autour de ce qui est difficile à dire, et puis elles doivent s'écrire des messages. Donc je trouvais très intéressant, très cohérent aussi, tout ce qu'il y a autour. On écrit quand c'est difficile de dire, et voilà, c'est pas forcément plus facile à écrire, mais peut-être, ouais. Elisa, peut-être une réaction sur cette narratrice qui est finalement scénariste, et je trouve que ça faisait vraiment sens dans sa relation à sa sœur, en fait. Oui, en fait, elle est même spécifiquement dialoguiste. Mais en l'occurrence, au moment où
où l'histoire se passe. Elle est dialoguiste sur un projet d'adaptation de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec pour une série en 10 épisodes pour une plateforme américaine du genre Netflix. Elle vit à New York. Et je me suis évidemment bien amusée à imaginer quelque chose qui, à mon sens, est impossible à faire, enfin à adapter. Parce qu'en lui-même, ce texte de Perec est plus éloquent par l'absence, par le silence, tout ce qui se passe entre les lignes. Et effectivement, comme Vera, la cadette, elle ne peut pas parler, mais par contre, elle comprend l'écrit. En fait, c'est Vera qui pianote sur son téléphone portable et qui montre l'écran à sa grande sœur. Mais Agathe, elle parle. Et j'aimais bien Enfin, c'est pas que j'aimais bien, c'est que plutôt j'étais incapable de les faire parler normalement, en guillemets, pendant 3 ans de travail sur le texte. Et les 3 derniers mois avant la remise du manuscrit, comme j'avais tellement l'impression d'être accablée par le sentiment qu'elles se parlaient, mais elles ne communiquaient pas vraiment, en fait, ces 2 filles, j'ai décidé de retirer la capacité de la parole à la plus jeune, en me disant que, en fait, ça peut sembler paradoxal parce qu'au niveau technique de l'écriture, c'était un défi de faire parler un personnage qui ne peut pas parler par les mots. Mais au niveau intime, ça a été un soulagement. Et à partir de cette prise de décision, j'ai en fait réécrit quasiment le roman en 3 mois. Et au fond, il y avait une forme d'évidence parce que c'était comme si j'en arrivais à un rapport animal entre elles. Je les voyais comme 2 chats qui sont dans une pièce et qui doivent s'apprivoiser. Mais c'est vrai que c'était quand même très lié à quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience, parce que, comme toujours dans mon travail, j'ai une sorte de ligne directrice qui est purement émotionnelle. C'est pas une idée intellectuelle. Et là, je savais que je voulais explorer ce que signifie pour moi le lien sororal. Dans mes 3 premiers romans, mes narratrices, elles sont toutes filles uniques. Et dans la vraie vie, j'ai 3 petites sœurs, alors je me disais qu'il y avait quand même quelque chose, un nœud autour de ça. Et je sais pas, qu'est-ce que je voulais dire. Mais ce que je trouve... Oui, le fait de ne pas parler, la scénariste. Oui, merci. Non, oui, voilà, c'est ça que je retrouve le fil. Il y avait d'une part donc le besoin de parler du lien sororal, mais je crois que l'émotion la plus profonde qui a sous-tendu ce texte, c'était le pardon, en fait, et la culpabilité. Dans chacun de mes romans, il y a vraiment comme ça une émotion très différente d'un livre à l'autre. Et là, il y avait ce phénomène, et j'avais l'impression que pour exprimer cette forme de culpabilité ou de pardon, c'était impossible par la parole directe. Autant qu'elles ne peuvent pas non plus se dire directement « je t'aime », par exemple. Et en fait, de retirer la parole et de passer vraiment par le corps, le regard, la vie quotidienne ensemble, ça me semblait plus évident. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans vos précédents romans, il y a souvent des enjeux de cet ordre-là, de difficulté à communiquer entre des êtres qui s'aiment, des êtres proches. Dans les autres romans, que ce soit Vera Sokcho, Libidu Pachinko, les 3 d'ailleurs, Vladivostok Circus, il y a toujours une question de langue, on ne parle pas la même langue, il y a la langue étrangère ou la culture étrangère, qui fait qu'on s'aime on montre son amour par d'autres biais, notamment la nourriture, notamment des partages de moments. Et donc là je trouvais qu'on était dans la même logique, mais plus radicale encore, puisqu'elle ne parle pas, elle écrit. Oui, mais en fait, c'est très ironique. Enfin, je ris de moi-même par rapport à ça, parce que, en fait, je pense qu'au contraire, quand j'écris, c'est parce que j'essaye plus que jamais d'être dans un contact authentique avec... d'une part avec moi-même vis-à-vis du texte, mais aussi pour exprimer quelque chose de moi que justement j'ai besoin d'exprimer, mais que je ne sais pas comment faire sans passer par ces mois de solitude, en fait, pour travailler. Et je me suis aperçue qu'effectivement, dans mes 3 premiers romans, mes personnages, ils parlent plein de langues, mais jamais le français. Et que je n'écris que en français, donc il y a déjà une forme de distance vis-à-vis de mon outil principal. Le français, c'est clairement la langue que je maîtrise le mieux, mais Vera Sokcho, j'ai commencé de l'écrire
quand j'avais 17 ans, que j'étais en pleine crise identitaire, je veux dire très très jeune, enfin fin d'adolescence. Et je l'ai fait parce que je me rendais compte que j'oubliais petit à petit ma langue maternelle, qui est le coréen, et j'avais vraiment besoin de me mettre dans la peau d'une, entre guillemets, vraie coréenne, enfin de me prouver que j'étais capable de le faire. Et de fil en aiguille, il y a eu les autres livres qui se passaient en Extrême-Orient. Et c'était étrange parce que vraiment, ces premiers textes, je les ai écrits comme pour légitimer cette part d'identité que j'ai à l'autre bout du monde. Mais en fait, en Extrême-Orient, je suis clairement considérée comme une autrice française ou suissesse. Et alors que ici ou aux États-Unis, enfin, je veux dire, vraiment dans le monde occidental, je suis très souvent assignée à quelque chose d'asiatique ou d'oriental. Et en fait, c'était étonnant parce que finalement, je me reconnaissais de nouveau dans aucune des situations. Et en plus de ça, j'étais frustrée parce que je me disais à chaque fin de roman, mais dans celui-là, enfin, mes personnages vont pouvoir vraiment se rencontrer et je vais enfin pouvoir parler d'autre chose que de ce sentiment de devoir m'arracher mes propres mots pour écrire. D'ailleurs, mes livres sont toujours très fins et je mets des années à les écrire. Et vraiment, c'est, je pense aussi lié à cette sensation parfois de manque d'aisance dans le français. Et c'est pas une histoire de maîtrise linguistique ou je sais pas. C'est vraiment intime. Je me sens parfois illégitime à parler français parce qu'il y a une petite voix en moi qui me dit toujours un peu en fait, tu devrais pouvoir écrire aussi en coréen, par exemple. Et je crois que j'ai eu à un moment donné vraiment besoin de me libérer de ça après 3 romans parce que vraiment, je commençais à me dire mais c'est ça où je fais toute autre chose, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, pour une fois, placer une histoire qui se passe de mon côté paternel, donc en France, et même précisément là où je suis née, donc au fin fond de la Dordogne, avec des personnages qui seraient vraiment franco-français, francophones, aucune autre langue, enfin voilà, genre vraiment, pour me dire là, je serais obligée de parler d'autre chose. Et en fait, j'ai mis 2 ans à essayer d'écrire cette histoire, enfin, quelque chose en rapport avec ce que j'avais décidé. Et comme toujours, quand j'essaie de décider quelque chose en écriture, ça va toujours ailleurs. Et ça m'a mené à imaginer que Agathe, en fait, finalement, elle vit à New York, elle écrit en anglais, et sa petite sœur, elle parle carrément pas du tout. Donc justement, je me suis dit qu'en fait, c'était carrément vraiment à côté de ce que j'avais essayé de faire. Et puis, c'est ce qui crée aussi cette tension et puis cette particularité de l'amour entre ces 2 sœurs qui passe aussi beaucoup par le corps, justement, comme vous disiez. C'est assez beau à la fin, elles se retrouvent, elles dorment ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose de réconciliation, de l'ordre de la réconciliation qui s'exprime autrement que par les mots écrits, en l'occurrence. Ouais. En fait, je voulais que ce soit... Enfin, avant, je parlais de la sentiment de culpabilité et du pardon, parce que vraiment, c'est un texte qui m'a beaucoup mobilisée dans des émotions vraiment fortes que je soupçonnais même pas vraiment, parce qu'il n'est pas autobiographique. Je m'entends vraiment bien avec mes sœurs, mais je me suis aperçue que pour parler du lien sororal, j'étais confrontée à des choses vraiment, vraiment difficiles, en fait. Et au fond, ce qui m'est apparu, c'est que j'avais envie de faire une déclaration d'amour à mes petites sœurs. C'était vraiment ça, et donc d'écrire une belle histoire, même si en vrai, en apparence, je crois qu'il est plutôt assez dur, en fait, ce lien. Voilà. Enfin, décrit dans ce texte. Il est contrarié. Ce que je trouvais paradoxal, c'est que Vera, qui est muette, reproche à sa sœur de ne pas lui parler d'elle, en fait, d'elle-même. Donc, c'est comme si l'empêchement, enfin, moi, il m'a semblé que l'empêchement d'intimité à un moment donné venait pas du fait que la petite sœur était muette, mais ça vient plutôt de non-dit, de la culpabilité de l'aîné, etc. Il y a tout finalement, ce qui empêche l'intimité de la communication, c'est pas le mutisme de la petite sœur. C'est ça que je trouve intéressant, en fait. Oui, mais je crois aussi que c'est parce que ce mutisme, il m'intéressait moins au niveau de la communication claire. Je veux dire, vraiment, c'était pas un truc linguistique, ni même social. Je crois que c'était vraiment une forme de métaphore inconsciente sur le moment, mais de la prise de conscience du fait que ce n'est pas parce qu'on a grandi ensemble et donc a priori partagé des choses impartageable une fois qu'on est adulte et qu'on se crée un cercle social de très proches ou de très intimes êtres autour de soi, des choses qu'on ne peut pas
qu'on ne peut que raconter, qu'on ne peut que transmettre par le récit de soi, donc déjà une transformation. Et je me disais, mais si on a grandi avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose de plus... enfin, je sais pas, oui, de plus fort, parce que justement, il y a tout ce berceau-là qui nous a construit ensemble, quand même, on n'a peut-être pas le souvenir, justement, précis de ce qu'on a vécu. Et quand bien même, en fait, et moi, là, je le vis clairement dans ma propre vie aussi, mais des fois, j'ai l'impression que mes propres petites sœurs sont de parfaites étrangères, alors qu'en parallèle, je m'en sens la plus proche. Et parfois, j'ai aussi constaté qu'on ne partage pas du tout les mêmes souvenirs. En fait, pour moi, des souvenirs sont très lumineux. Certaines de mes sœurs ne se rappellent de rien de ça, et vice-versa. Et c'est très perturbant, et je pense que c'était pour moi presque quelque chose d'encore plus violent à ressentir dans la tentative de faire s'exprimer des choses vraiment presque, entre guillemets, fusionnelles, je dirais, dans la transmission émotionnelle entre mes personnages, que dans mes premiers romans. Parce que là, en fait, c'était comme si je me confrontais à cette forme de solitude quasiment ontologique de chaque être sur la planète. Et puis c'est peut-être en ça que justement c'était le plus difficile pour moi d'écrire ce texte. C'était vraiment pas lié à des trucs autobiographiques, mais vraiment la prise en conscience qu'au fond, quoi que je fasse, quoi que j'essaye d'écrire dans toute ma vie, il y aura toujours une distance entre les autres et moi, simplement parce qu'on est fondamentalement tellement différents, et en fait c'est pas parce qu'on dit quelque chose que l'autre va l'entendre comme nous on essaye de l'exprimer, et ça en fait c'est comme ça, quoi. Et c'est aussi merveilleux d'ailleurs qu'il y ait toujours ce décalage. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans vos différents livres, et puis là il y a tout un enjeu aussi effectivement autour des souvenirs non partagés par les deux sœurs qui est assez intéressant, puis qui fait écho à W ou le souvenir d'enfance, qui est aussi autour de l'oubli des souvenirs. Et puis, peut-être pour rebondir avec vous, Geneviève Damas, il est aussi question, je trouvais que la forme de la lettre au père, permet aussi de revenir. Ça permet de retracer toute cette trajectoire depuis l'enfance, de revenir sur des souvenirs bien précis que le père n'a pas vécu de la même manière, parce que ce petit garçon qui se sentait différent, qui a été harcelé, moqué, il n'en a jamais parlé à son père. Et du coup, c'est une forme de lettre qui va dire la vérité. Et ce que je trouvais beau, c'est pas du tout un règlement de compte ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment une lettre d'amour, une lettre de voilà ce qui s'est passé pour moi, et j'espère que tu m'accepteras tel que je suis. Et voilà, donc il y a aussi tout un enjeu autour des souvenirs et de dire qui on est vraiment, et d'oser dire qui on est vraiment à la personne aimée, en fait. Oui, parce que je trouve que c'est en fait dire à quelqu'un je te déteste, je t'en veux et je ne te verrai plus. En fait, on a déjà coupé le lien. En fait, je me disais que il fallait que... Enfin, si on aime quelqu'un, si on ne veut pas décevoir quelqu'un, c'est bien plus dur de parler, en fait. Et moi, je vois, vous avez dit que j'étais comédienne aussi, mais je vois que quand je joue au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué quand dans la salle, il y a des gens que j'aime, ou ma famille, mes amis proches, que des gens que je ne connais pas. En fait, parce que c'est toujours la question du lien. Et je pense que Raphaël, qui se présente... Enfin, que son père connaît sous le nom de Raphaël, mais en fait qui se vit comme Nora depuis le début, je pense. Oui, c'est comment dire les mots pour que son père puisse comprendre et ne pas perdre son père. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je trouvais que moi, en tant que, entre guillemets, écrivain qui fait une fiction, j'avais pas envie d'aller dans la haine, ou que dès le départ, il y a un constat que mon héroïne, elle est triste, ça ne va pas pour elle, c'est compliqué, son père ne l'aime pas, etc. J'avais plutôt envie qu'on ait de l'empathie et qu'on se dise on traverse. Et tout n'est pas écrit d'avance. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de la performance dans ce personnage, je trouve, parce qu'il se transforme en femme, donc il y a d'abord ce qu'il ressent profondément, il ressent qu'il est Nora, en fait, et puis il va trouver sa voie
sa voix et sa voix, parce que c'est en faisant du chant qu'il va pouvoir finalement se trouver. Et il y a aussi, vous êtes comédienne, il y a aussi l'idée en fait, on performe aussi son identité, il doit désapprendre sa manière de garçon. Et enfin, voilà, je trouvais aussi intéressant ce recours aussi à un domaine artistique, en fait, pour se trouver soi-même. Mais c'est aussi, enfin oui, parce qu'en fait, on dit que la voix, c'est quand même le rapport à l'âme, et en tout cas pour les femmes trans, donc les femmes trans, ce sont les femmes, mais qui sont nées dans un corps d'homme, et donc qui vont voilà, faire ce chemin-là pour dire, voilà, moi, il y a la problématique de la voix, parce qu'en fait, dans l'inverse, les hommes trans, donc qui sont nés dans un corps de femme et qui s'affirment hommes, on prend des hormones, la voix s'aggrave. Et donc, moi, je travaille dans un théâtre, j'ai un collègue qui est un homme trans, et quand j'ai dit que je sortais de livre, il me dit « ça me touche beaucoup parce que moi, je suis trans ». Je ne l'avais pas remarqué, je ne le savais pas. Tandis que, parce que la voix change, parce que, voilà, il y a des caractères secondaires qui s'affirment, la musculature, la pilosité... Mais pour les femmes trans, il y a des caractères secondaires qui ne disparaissent jamais, la grande taille, une forme une ossature qui est plus large. Et puis la voix ne change pas. La voix reste grave. Et donc, j'ai rencontré plusieurs trans qui sont atteintes de phobie sociale, donc qui ne parlent plus, qui dans les restaurants vont montrer sur le menu, mais ont tellement peur qu'une fois qu'elles vont dire quelque chose... Et donc, voilà. Et donc, il y a ce qui est formidable, c'est qu'il y a des logopèdes, des phoniatres qui font tout un travail de dingue pour vraiment retravailler mécaniquement la voix, pour abaisser le larynx, et puis aussi pour travailler aussi sur une gestuelle, parce que très, très vite, en 2 secondes, s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce, je vais en une fraction de seconde déterminer si, à mes yeux, pour moi, c'est un homme ou une femme. Et donc, il y a aussi tous des gestes, enfin, une manière culturelle de parler. Les femmes rajoutent beaucoup plus d'adjectifs. Elles vont dire que la table est brune et carrée, et qu'en fait, elle est un peu patinée, et que ceci, tandis qu'un homme dira que la table est carrée. Il paraît que c'est comme ça. Il y a toutes des analyses. Il y a des chercheurs qui ont fait que les femmes bougent beaucoup plus les avant-bras, les mains, etc. Enfin, voilà. Et donc, il y a tout un travail pour accompagner ces femmes. Et voilà, moi, j'ai travaillé avec un professeur d'université qui fait vraiment la rééducation. Ça s'appelle la féminisation vocale, mais un travail de dingue et qui change la vie de ces femmes. Ouais, c'est comme, ça ressemble au travail du comédien, sauf que vraiment, enfin, ouais. Oui, il y a réapprendre à marcher, enfin, toutes ces choses-là qui ont l'air de rien pour nous, mais voilà, parce qu'il faut savoir que, voilà, si les hommes trans passent sous le radar, et en général, ça se passe relativement bien, on dit qu'il n'y a pas une seule femme trans qui ne se soit pas fait casser la gueule. Oui, et en fait, on dit, alors ça, c'est aussi des analyses, qu'en fait, une femme qui s'habille en homme, ça ne fait rire personne. Un homme qui s'habille en femme, ça fait rire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une femme... Quand elle prend les attributs de l'homme, socialement, elle s'élève. Mais un homme qui emprunte les attributs des femmes, on considère que c'est une faillite, que c'est une chute, et donc il se fait moquer. Donc c'est encore tout des repères qu'il faut changer, parce que ça c'est des... Puis c'est l'enjeu aussi de cette lettre au père, quoi, justement, que le père accepte. Et je trouve intéressant que dans vos 2 livres, finalement, les personnages sont élevés par le père. En fait, la mère est partie ou là décédée. Par contre, Raphaël, Nora ose parler à sa grand-mère, mais pas à son père. Il y a il y a quelque chose d'intéressant. Oui, parce que mais le père, il y a une telle responsabilité au-dessus de ses épaules, alors que je pense que la grand-mère, elle accueille... Elle accueille. Oui, elle accueille, elle prend ce qu'il y a, et puis elle est moins responsable aussi. Je pense qu'elle ne le voit pas comme son petit-fils, enfin celui qu'elle appelle Raphaël, il est comme ça, donc il n'y a pas à changer cette nature-là, il n'y a pas... Tandis que le père, quand même, puisque parfois on lui rapporte qu'on trouve que son fils est trop féminin, et chaque fois il dit, mais c'est la mort de ma femme, c'est moi, je le protège trop, enfin, il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qu'il aurait mal fait ou qu'il faudrait faire en plus. Ouais. Donc c'est aussi une manière de protéger son père. Voilà, je trouve qu'elle était très belle. Peut-être, j'avais envie qu'on entende un peu, justement, la voix de ces textes, peut-être... Ouais, si vous pouvez nous lire. Je tiens le livre, mais tu peux commencer. Parce que moi, égal, en fait. Je viens de beaucoup parler, donc.
En même temps, on est justement dans la pratique directement. Ouais. En 3e primaire, Corinne, mon institutrice, me sauve. Elle n'élève jamais la voix. L'année précédente, je haïssais M. Michel qui hurlait parce que j'étais trop lent, trop heureux, trop dans mon monde. Dès qu'on crie, mon dos se couvre de sueur et je ne comprends plus rien. La 2e primaire est mon enfer, la 3e mon paradis. Le vendredi, Corinne nous demande d'écarter les bancs et de nous asseoir en cercle. Elle prend sa guitare et nous apprend des chansons. Maman aussi faisait partie d'une chorale. Mamie m'a montré les photos, elle est habillée tout en noir avec ses cheveux relevés. On dirait une fée. Un ami t'avait dit, j'ai des places pour un concert. Tu avais haussé les épaules, pourquoi pas. Maman chantait au premier rang et tout de suite, tu n'avais regardé qu'elle. Je t'ai toujours raconté que Corinne avait eu cette idée bizarre de me donner le rôle de la marquise à la kermesse de l'école parce que ma voix était bien plus aiguë que celle de Léna. Alors que bien sûr, j'aurais préféré jouer James dont la partie est plus longue. Que j'avais eu beau faire, elle était restée butée. Ce sont des personnages qui n'ont rien à voir avec le réel. On s'en fiche que tu ne sois pas une fille. Cela ne s'est pas passé comme ça. Un matin de mars, elle nous explique que pour la fête de fin d'année, nous préparons un récital. Elle nous fait entendre « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Et au moment où la musique résonne dans la classe, mon cœur bat plus fort. Elle annonce qu'elle cherche 2 solistes pour interpréter le rôle de la Marquise et du majordome, qui seront habillés comme des nobles de cour. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, je me surprends à lever le doigt. « Moi, Madame, moi ». Elle tombe des nues. « Raphaël ». Je n'ouvre jamais la bouche en classe. Beaucoup d'élèves se sont proposés. Corinne ne sait qui choisir et annonce qu'elle organisera une audition pour nous départager. Après l'école, je cours à toute allure chez mamie. Je lui dis que je veux chanter dans la lumière. Si je remporte l'audition, je serai la marquise dans la robe blanche. Je dois réussir, sinon je resterai en cafard toute ma vie. Mamie ne partage pas mon enthousiasme. Quelle idée, mon loup. Je me mets dans un tel état, je ne sais moi-même pourquoi, qu'elle finit par dire « j'ai peut-être une idée ». Elle m'emmène dans sa chambre, ouvre la penderie, en sort un chapeau à fleurs roses et une vieille casquette de papy. Elle propose qu'à chaque personnage, je passe un couvre-chef différent. Le béret pour le majordome, la capeline pour la marquise. Nous nous amusons comme des fous. Le soir, quand tu rentres de la prison, tu demandes comment s'est passée la journée. Je réponds « magnifique ». Et pour une fois, je ne mens pas. Le matin de l'audition, je ne peux rien avaler. Tu refuses que je parte l'estomac vide. Je me force à mâcher la moitié d'une tartine. Mais dès que tu as le dos tourné, je crache tout dans la poubelle de la salle de bain. Dans la classe, j'ai mal au ventre et très chaud. Les auditions commencent. Merci. Peut-être Elisa, ouais. Enchaîner, ouais. Je savoure le silence. Je ne m'habitue pas aux sirènes de New York. Une araignée a un spasme au-dessus de ma tête. Je n'aurais qu'à tendre le bras pour la toucher. Chez moi, je n'en vois pas. Je la surveille, de peur qu'elle ne tisse un fil jusqu'à mon visage. À cause des araignées, Vera occupe le lit du bas. Nous avons dormi ensemble de plus en plus souvent à mesure que les tensions montaient entre nos parents. Vera, tu verras, ça ira. Je psalmodiais en la serrant dans mes bras, sans bien savoir qui je voulais rassurer le plus. J'ai de la peine à me rappeler que nous avons été indissociables. Nous avions les mêmes timidités, les mêmes craintes de la vie sociale. On ne se chamaillait pas. Notre langue de silence et de cris nous a réunis. Comment ça a débuté, je ne me rappelle pas bien. Vera avait 6 ans. Nous étions à table, mon père, elle et moi. Notre mère absente pour le travail. Mon père a posé une question à Vera, qui n'a pas répondu. Nous avons dû croire à un caprice. Mon père s'est impatienté. Vera s'est mise à souffler fort, le visage tordu. Des sons étranges ont commencé à sortir de sa bouche, mélange de gémissements et de glouglou. Un étranglement. Aucun mot n'est jamais plus venu. Je ne sais pas pour elle, mais depuis l'anesthésie péridurale, j'ai compris la peur de ne pas sentir qu'on respire. On croit mourir, on perd conscience. Vera n'a jamais rapporté de traumatisme physique ni émotionnel. D'après les médecins, le plus probable reste la rupture d'anévrisme, même si c'est rare chez les enfants.
L'orthophoniste a expliqué les différents cas de figure. L'aphasie peut prendre autant de formes que de personnes atteintes. Certaines comprennent l'écrit et ne prononcent plus rien de cohérent. D'autres disent sapin à la place de patin, ou bien ne se rendent pas compte que leur propos n'a rien à voir avec ce qu'elles croient exprimer. J'ai froid pour dire je t'aime. Pour l'entourage, l'attitude à adopter reste la même. Être patient, poser des questions simples auxquelles on puisse répondre en faisant oui ou non de la tête, parler lentement sans terminer les phrases à la place de l'aphasique, ni corriger ses erreurs. Mais comment faire avec une enfant? Comment différencier ce qui relève du handicap ou de l'apprentissage normal? Mon père a demandé si la raison pouvait être psychologique. Probablement pas. Cette incertitude reste, je crois, le plus douloureux pour moi. Je n'ai jamais pu cesser de soupçonner Vera de me couper délibérément l'accès à son intérieur. Merci. Et je trouve, Elisa, que voilà, ce passage où on apprend que c'est le moment où la sœur perd la parole, fait écho aussi au style de votre écriture qui accueille beaucoup de silence, qui est vraiment un art de l'ellipse, de la suggestion, qui est assez remarquable, je dirais. Et comment est-ce que vous procédez là, par exemple, là, il y a cette allusion à la péridurale, mais on n'en saura pas plus ou bien après. Et puis, par petites touches. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se tisse beaucoup dans les silences, en fait, dans l'écriture même. Alors, comment ça se fait, entre guillemets, je suis incapable de répondre parce que vraiment, c'est tellement... le moment même de l'écriture, c'est tellement c'est comme une sorte de méditation, mais hyper active. Je suis vraiment liée à l'intuition et voilà. Je veux dire, c'est assez indescriptible. Je suis la première surprise souvent de voir ce qui arrive. Est-ce que c'est un but vraiment de ne pas trop en dire, de rester dans la... Non, oui, en soi, oui, de pas trop en dire, parce que s'il y a le mot trop, c'est déjà trop. Mais c'est pas conscient, je dirais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que j'essaye toujours de me rassurer en restant très concrète, en ne partant jamais dans le domaine des idées, mais en restant vraiment de l'ordre de ce que je peux décrire, sentir, toucher, voir et entendre. Parce que là, quand je dis que ça me rassure, c'est parce que je me dis toujours que nos perceptions, elles ne peuvent pas être fausses, elles ne peuvent pas mentir. Après, on peut les interpréter comme on veut, et c'est en ça que c'est intéressant de les prêter à des personnages. Mais par contre, j'aurais aucune confiance en moi, au sentiment de légitimité, si je décrivais quelque chose dans le prisme intellectuel ou des idées. Parce que je me méfie beaucoup de mes propres idées. J'ai l'impression que souvent, elles sont volatiles, elles changent. Et je me sentirais... je pense que je préfère donner toute la place à l'émotion qui émane de nos sens, pour qu'ensuite chacun puisse interpréter ce qu'il veut. Et je pense que ça vient peut-être aussi de mon expérience de lectrice. En tant que lectrice, je crois que j'ai toujours été plus hantée ou marquée ou bouleversée par les textes qui me laissaient aussi cet espace d'entrer avec tous mes sens dans le texte. Et j'ai été très touchée par ce que tu disais tout à l'heure de tout cet engagement, en fait, de la rééducation d'une forme d'autre apprentissage à travers qui rejoint la question identitaire. Parce que dans les recherches que j'ai faites pour mon propre texte, c'était là dans le cas vraiment de l'aphasie. J'ai pendant plusieurs mois côtoyé de près des aphasiques pour vraiment me documenter et en restant du point de vue de Agathe, c'est-à-dire je me serais sentie absolument incapable d'être dans la peau de quelqu'un qui est aphasique. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment du point de vue de quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais par contre, comme toujours dans mon travail, j'ai vraiment besoin de m'immerger complètement, c'est-à-dire vraiment avec tout mon être pendant des mois. Je sais pas, pour Vladivostok, j'étais allée travailler dans un cirque ou des trucs comme ça. Et là, j'ai pris des cours de danse-thérapie avec des aphasiques pendant plusieurs mois. Et c'était hallucinant, en fait, de voir à quel point
tout se fait par vraiment dans une sorte de conjonction de la parole et du corps, mais avec aucun de mes propres codes. Parce que, et quand je dis parole et langage, c'est parce que j'ai appris que l'aire de Broca, dans le cerveau qui est dédié à la parole, elle est très proche du nerf moteur principal et de tout ce qui est de l'ordre de le contrôle du mouvement. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes atteintes d'aphasie ont des problèmes plus ou moins, avec une amplitude plus ou moins vaste de la fonction motrice. Et en ça, leur qualité de vie est améliorée si elles peuvent avoir accès à des choses comme de la danse-thérapie. Et là, en l'occurrence, la prof en fait de danse, elle m'expliquait où je la voyais faire tout simplement. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait un bras complètement pétrifié, enfin paralysé. Et elle lui disait, je sais pas, par exemple là, déroule le bras de ce côté et maintenant tu fais la même chose de l'autre côté. Et la personne aphasique regardait en disant un peu genre mais vous vous moquez de moi ou quoi? Vous voyez bien que je suis handicapée de ce bras-là. Et là, elle disait mais en fait, il n'y a aucune différence entre le fait de penser le mouvement et de le faire ou de ne pas le faire. Enfin, si on le pense, de toute façon, le mouvement, il est déjà là pour le cerveau. C'est les neurones miroirs, ça. Exactement, oui. Voilà, et ça, par exemple, ce qui était fou, c'est que quand elle expliquait ça, déjà, il y a des gens qui se mettaient à pleurer, en fait, juste parce qu'ils se rendaient compte que c'est pas parce que, objectivement, ils ne pouvaient pas bouger que cette part d'eux-mêmes n'existait pas. Et ça rejoignait aussi la parole, parce que dans l'aphasie, il y a des personnes qui, par exemple, ont complètement la conscience de leur handicap, mais qui par contre ne maîtrisent pas du tout ce qu'elles disent, et c'est une souffrance terrible. Et donc je crois que pour elles, de pouvoir expérimenter des choses qui en fait les réunifient, mais avec d'autres codes que ceux de notre société, parlante comme ça, c'était vraiment bouleversant. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu développer ce sujet. Et puis peut-être encore un mot sur... j'aimerais encore parler de deux personnages dont on n'a pas parlé dans vos livres, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions. La musique, je ne sais pas si c'est... voilà, je trouvais que la musique était aussi présente de manière très discrète, Elisa, dans Le Vieil Incendie, via le personnage de Octave, par ce prénom, qui est quand même... Voilà, l'octave, donc l'intervalle qui sépare 8 notes, et qui est donc un intervalle d'une part, mais aussi... quelque chose qui unit de dissonance finalement. Et voilà, je trouvais assez beau symboliquement ce personnage qui est donc le voisin, qui a un manoir et un pigeonnier, qui est assez important aussi dans le livre. Et puis voilà, on sent qu'Agathe était très proche en fait de cette Octave. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir de parler de lui parce qu'on n'en parle pas souvent dans les rencontres. Et c'est mon personnage préféré en fait. Vraiment, je trouve que c'est un trop beau personnage. Il est archéologue environnemental, c'est-à-dire qu'il étudie l'archéologie dans le prisme du temps qui a passé pour en fait étudier le passé, mais mieux comprendre le présent par rapport à notamment par exemple le climat, des choses comme ça. Et surtout, en fait, c'était le premier amour de Agathe quand elle était adolescente, mais ils avaient quelques années de différence. Donc, quand elle en avait, je sais pas, 13, 14, 15, lui était déjà jeune adulte. Donc, évidemment, c'était complètement secret. Et j'aimais bien l'idée de la faire revenir comme ça 15 ans plus tard. Et ils se retrouvent dans la trentaine, et avec leur vie respective. Et Octave, c'est celui qui, en fait, est resté dans le domaine alors qu'elle est partie, justement. Donc lui, il a vu le déclin et la mort du père des deux filles. Il a aussi vu le développement de Vera, la petite sœur aphasique, qui en fait, entre-temps, est devenue une femme qui gère très bien sa vie. Et tout ça surprend Agathe, mais c'était aussi un personnage que j'aimais bien parce que techniquement, dans l'écriture, c'était quand même pas évident de vraiment les faire se parler sans parole, quoi. Et à un moment donné, il y a une scène où je me suis dit, là, il faut vraiment juste que je puisse retrouver un peu le discours direct, normal. Et donc, il y a une fameuse scène entre Octave et Agathe. Et puis, effectivement, ce que vous venez de relever sur la question de l'octave, ça me touche parce que vraiment, je crois que je l'ai peut-être même jamais entendu, mais c'était vraiment une chose que j'avais vaguement imaginé, qu'au fond, ils se sont connus à une telle époque. Et peut-être là, à un moment donné, ils sont à une autre étape de vie, et il y a quelque chose qui demeure, et en même temps tout est différent. Et effectivement, en même temps un peu la basse continue, Octave, si on parle en termes de musique baroque.
Oui, puis on sent qu'il est important, et puis qu'il y a ce pigeonnier qui est un peu comme un... Je crois que c'est un peu la dernière image du livre aussi, qui est un peu comme un phare, en fait, qu'on sent que, voilà, que c'est quelque chose qui peut la guider en termes aussi de pardon, parce qu'on est dans ce registre. Et puis on n'a pas parlé du métier du père, jusqu'à, voilà, qui est spéléologue, guide de grotte, qui est, je trouve, aussi assez intéressant symboliquement. Mais je ne sais pas si on a le temps vraiment de... Ouais, parce qu'on commence un peu en retard, mais je vais vous donner la parole. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais peut-être encore une dernière question à Geneviève. Le personnage de Anna, que je trouvais aussi assez riche, c'est donc Raphaël, en venant prendre des cours de chant à Bruxelles, a rencontré Anna, qui est une jeune femme dont il est tombé amoureux. Et puis, en fait, ils sont un couple. Et Anna accepte complètement la transition... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Enfin, accepter complètement, je pense qu'elle dit... Elle le perd si elle l'accepte pas. Donc mais en tout cas, elle doit faire le deuil d'un corps qu'elle aime. Et, mais à la fois, je pense qu'elle aime la personne qu'elle a en face d'elle, ce qu'elle est. Et donc voilà, elle essaie de l'accompagner. Alors, on ne sait pas du tout si ça va continuer, mais en tout cas, on les voit, en tout cas, les deux qui s'accrochent et qui essayent de traverser ça ensemble, qui est bien plus énorme que de faire les chutes du Niagara, je crois. Puis ça pose la question du corps et du désir et du sentiment amoureux, je trouve, parce que c'est complexe dans ce livre, parce que d'une part, Raphaël dit un moment... donc il s'adresse à son père, il se souvient que son père, avoir entendu son père dire qu'en fait il aimait les femmes, et il se dit, moi... C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si tu aimais un corps avant d'aimer quelqu'un. Et moi, j'aime d'abord l'être, peu importe qu'il ait une enveloppe de femme ou d'homme. Mais en même temps, pour lui, c'est quand même important d'avoir une enveloppe de femme. Quoi. Donc, en fait, c'est à la fois c'est particulier. Quoi. C'est un endroit très ténu où il avance et où je pense qu'il cherche aussi. C'est une pensée qui se formule. Mais c'est vrai que je vois chez les plus jeunes que moi, les jeunes, eux, ils sont beaucoup plus dans une manière d'exprimer les choses comme ça. Qu'on aime quelqu'un avant d'aimer un genre. Quoi, de dire j'aime les hommes, ça veut dire quoi? J'aime les hommes. Ça veut dire quoi? J'aime les femmes. T'aimes pas tous les hommes, t'aimes pas toutes les femmes, t'aimes quelqu'un. Et donc, voilà. Et puis Anna est un peu le signe que, en tout cas, elle essaye vraiment de continuer à... Oui, en se respectant aussi, elle. Voilà, elle a une grande tache de vin sur le visage, donc c'est quelqu'un qui, objectivement, tout de suite apparaît comme différent. Et Raphaël Nora se sent très lié à elle. Enfin, il dit, en fait, sa différence, elle se voit tout de suite, la mienne ne se voit pas. Enfin, avant que et elle travaille dans le milieu du théâtre, elle est scénographe, costumière. Et donc, je pense qu'elle crée et que... le personnage du livre, il essaye aussi de se créer et un chemin et un espace où aller. Quelque part, là, ils se rencontrent. Et il ne juge pas, en fait. Alors, je pense qu'au début, quand Nora dit moi, je vais maintenant m'habiller en femme, elle dit à un moment, mais je dis oui aussi parce que si je refusais, tout le temps, il faut que je te laisse aller jusque-là pour que peut-être tu reviennes. C'est ça. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle lui coud une robe, justement. C'est vraiment très... un geste très fort. Je ne sais pas si vous avez envie de poser des questions à Elisa Chevalier du Sapin ou à Geneviève Damas. Je vous laisse... Je ne vois pas très bien. Oui. I don't know if this is working, but I will speak in English, and I hope the translators can catch up with that. I would like to direct this question to Elisa, actually. So from one Asian writer to another who write in a language other than their mother tongue, I think I share a lot of sentiments with what you talked about in the beginning. I wonder, does this linguistic duality between Korean and French bring you closer to certain passages of your family's history, or does it push you further away from them? And since I'm not very familiar with your work, would you say that being able to address your history and racial background was what defines your identity as a writer in the Western world?
because according to my observations of the Western literary scene, specifically in America, Asian diasporic literature often relapses into this state of being constantly fetishized by institutional criticism. And I'm asking this question also because it has become my biggest interest as a writer to find a way to articulate my own history without subduing myself under the Westerner's gaze. So I would love to hear from you. Thank you for your question. Can I answer in French? You understand? Okay. Okay, thank you. Peut-être qu'il faut la résumer brièvement pour que les gens... Un mot ou quoi? Je ne sais pas, mais... Enfin, oui. Mais peut-être qu'on va comprendre la question par mes réponses, peut-être, Génial. je crois. Enfin, excuse-moi, non, mais parce que sinon, je crois que je vais tellement écorcher la question. Mais en gros, enfin, si j'ai bien compris, je crois que c'est vraiment la question de à quel point le background multiculturel et multilinguistique en fait influence mon rapport à l'écriture et inversement à ma famille ou à la critique, à la réception. Enfin, en fait, c'est une question immense. Et je dirais que ce qui est certain, c'est que je n'ai pas de but. Comment dire ça? Je crois que cette question-là des différences culturelles, des différences de pensée induites par les structures linguistiques si différentes que sont par exemple le coréen et le français, et dont je suis très consciente parce que vraiment je ne suis pas la même si je parle coréen ou français. Ça, c'est très présent dans ma vie, mais ça ne l'est pas vraiment dans l'écriture. Dans le sens où je sens que même si dans le processus de travail, par exemple pour Hiver à Sokcho, j'ai imaginé tout en coréen et je me suis auto-traduite en français, cette question-là, elle n'était pas présente en fait. Et je pense que ça, c'est parce que vraiment le fait d'avoir grandi clairement en tant qu'eurasienne, avec vraiment les deux éducations, ça m'a empêchée peut-être, d'une certaine manière, d'avoir ce recul-là potentiel, plus théorique sur le côté de la réception ou de la critique du texte, qui m'est par contre apparu de manière flagrante en menant la promotion de mes livres vraiment aux quatre coins du monde, littéralement. Et ça a été par contre assez impressionnant, parce que vraiment, que ce soit en Corée, au Japon, en Scandinavie, aux États-Unis ou aux quatre coins de l'Europe, par exemple, les questions sont vraiment différentes. Et là, je sens qu'elles sont clairement orientées vis-à-vis de la culture. Mais donc, je me rends compte que c'est dans le dialogue avec les gens et le public que je m'aperçois de mon propre cheminement littéraire et de ce qu'il peut signifier, autant pour moi que pour les autres. Mais au moment de l'acte créatif, c'est vraiment inconscient pour moi. Et je ne crois pas vraiment que ça influence la suite de mon travail dans l'écriture. Voilà. Je ne sais pas à quel point j'ai répondu, mais c'est ce que j'ai pu cru comprendre peut-être de la question. Merci. Et quelqu'un d'autre ? Oui, c'est une question un peu pour les deux auteurs. Quelle est l'identité de l'auteur, du narrateur? Est-ce que ça se trouve plus au niveau de l'émotion ou des pensées qui nous viennent? Être qui l'on est comme auteur, est-ce que c'est privilégier l'un ou l'autre, sachant que j'ai l'impression, en ce qui me concerne, que je ne contrôle ni l'un ni l'autre, qu'ils sont tous les deux moi, réels. Je suis surpris
que l'on puisse douter de ses émotions ou que l'on puisse douter de ses pensées. Ça m'a surpris, ou que l'on puisse tout simplement douter de soi ou penser que l'on n'est pas qui l'on est. Merci pour ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression que le doute, c'est vraiment ce qui accompagne l'auteur tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, on est juste... C'est rigolo, enfin, parce que j'ai été voir l'exposition Simenon, parce que... Et il disait que ce dernier roman, Victor, qui commence, il écrit un chapitre et puis il dit non, mais quelle épreuve, c'est vraiment... Et je me dis, alors qu'il a fait tout ce qu'il a fait, il a la sensation qu'il n'arrivera pas au bout, qu'il n'arrivera plus que... Donc voilà, moi j'ai l'impression, par rapport aux... Les émotions, elles sont tout le temps là. La pensée, elle est tout le temps là aussi pour essayer de savoir où on va. J'ai l'impression qu'écrire, c'est se frayer un chemin pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, vraiment, il y a un auteur belge qui dit écrire, c'est faire advenir au jour quelque chose qu'on portait au fond de soi et qu'on ignorait. Je crois que c'est ça. Et que ça ne peut pas faire fi du doute, de l'inquiétude, de tous les moments où on pense que c'est raté. Enfin, par exemple, quand tu parles de ce roman sur lequel tu travailles depuis 2 ans, et finalement il se fait en 3 mois, mais parce qu'évidemment il y a eu les 2 ans avant, mais l'histoire de Strange, c'est celle-là aussi, c'est plein de lambeaux, de morceaux comme il s'agit d'enlever des tas d'écorce pour trouver le cœur à l'intérieur, avec des déchets et des déchets. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc le doute, il est tout le temps là. Même de qui on est, de la légitimité à est-ce que je vais prendre l'espace public, le travail des gens autour de la maison pour cette histoire-là. Voilà, j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. Et moi j'ajouterais peut-être aussi une couche à ta réponse que je partage complètement, donc je me redis exactement la même chose, mais aussi ajouter que dans mon expérience de la vie professionnelle d'écrivaine, c'est une des plus grandes épreuves, c'est vraiment en fait, la confrontation personnelle au public et aux médias, parce que je l'ai été vraiment énormément depuis le début, et très très jeune en plus, et ça m'a vraiment obligée à toujours être en réflexion sur qui je suis vraiment par rapport à, déjà en tant que jeune femme, et aussi en tant qu'écrivaine avec un statut un peu collé sur le front que je n'avais jamais imaginé ni même spécialement souhaité en fait. Et donc d'une part il y a eu tout de suite très vite quand même un immense sentiment d'imposteur que j'ai dû quand même beaucoup travailler là-dessus. Et indépendamment de ça, au niveau de l'écriture, je dirais que, en fait, à chaque nouveau texte, ça devient toujours plus important que je sois encore plus hyper concentrée et attentive à ce qui compte vraiment, parce que je passe tellement de temps en fait à parler de mon travail, parce que c'est obligé maintenant. Enfin, en tout cas, je ne peux pas me permettre de ne pas le faire pour pouvoir continuer de vivre de l'écriture. Et en fait, quand je disais que je me méfiais de mes pensées, c'est parce que je me méfie vraiment énormément par exemple, de ce que je vous dis. En fait, j'essaie d'être tellement sincère et authentique, c'est-à-dire d'écouter vraiment chaque question comme si c'était la première fois qu'on me la posait, et d'y répondre en me demandant vraiment à l'instant précis comment je peux y répondre, parce que je ne suis pas la même que hier. Et c'est vraiment cette exigence-là qui me permet de ne pas tomber dans le piège d'une forme de pas tomber dans le piège d'une image de moi à laquelle je commencerai à croire, alors qu'en fait, ce n'est pas qui je suis vraiment. Mais ça me demande beaucoup d'efforts, et ça m'oblige à prendre toujours plus de temps après quand j'écris, parce qu'il me faut vraiment du temps pour oublier cette pour récupérer de cette énergie-là à la fois c'est merveilleux d'échanger et tout ça, et en même temps il y a une part de moi qui
qui ne me sent pas du tout à l'aise parce que je sens que y a quelque chose qui est en contradiction avec l'écriture, en fait.